Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Addict à l'ice, un trentenaire écope de 6 ans de prison pour un vol à main armée. Père de famille, il avait déjà 25 condamnations pour vol à son actif. La future navette de sauvetage tant attendue par la population des Marquises Sud va enfin voir le jour. À quoi va-t-elle ressembler? Quelles seront les îles desservies? Éléments de réponse dans quelques instants. Bora Bora est la référence en matière d'innovation pour la protection de l'environnement. C'est l'île où Annick Girardin a choisi de faire escale aujourd'hui. Une découverte pour la ministre des Outre-mer qui compte en faire un exemple. Coup d'envoi du FIFO 17e édition à la Maison de la Culture. Le village a ouvert ses portes au public ce matin avec la diffusion des premiers films en compétition. Pour en savoir plus, Thierry Stamfler nous dévoile dans un instant le menu du journal du FIFO que vous allez découvrir juste après cette édition. On termine avec notre 16e challenger nommé pour les trophées du sport. Poenaikir Aioha, sacré champion du monde de stand-up paddle surf l'an dernier. Le portrait de ce talentueux sportif de la côte Est est à voir en fin de ce journal. Il en est à sa 26e condamnation, mais cette fois, la justice ne laissera pas passer. Ce vol de trop, celui que l'on surnomme Dalton, 36 ans, le commet dans la nuit du 15 au 16 avril 2018 avec un revolver à la main. J'étais en manque d'ice. Je suis conscient que j'ai fait quelque chose de mal, regrette-t-il, devant la cour. Il a été condamné ce matin à 6 ans de prison. Le résumé d'audience avec Caroline Fari et Hubert Liao. Un revolver calibre 9 pointé sur la tête de Jordan. La détonation part en direction de la mer. Pour la victime, 20 ans au moment des faits, le traumatisme est fort. Je ne peux pas vous décrire, tu vois un flash et voilà, tu repenses à tous les gens que tu aimes, tu te vois mourir en fait. Après ça, j'ai suivi des séances de psychologie, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, comment tu t'en sors? Si je suis là aujourd'hui, c'est pour pouvoir me relever et pour passer à autre chose. David, surnommé Dalton, est accro à l'ice. Il le reconnaît lui-même devant le juge. Ce soir du 15 octobre 2018, il menace sa victime sur le parking de la plage Lafayette pour récupérer un peu d'argent ou d'or, car Jordan travaille dans le rachat d'or. Il récupérera au final 10 000 francs, un portable, et partira en cavale. 6 jours durant lesquels il dérobe plusieurs voitures et scooters en échange d'ice. Lors de son interpellation, les enquêteurs retrouveront des matraques, des perruques, cagoules et des lunettes noires. Avec déjà 25 condamnations à son actif, il affirme vouloir sortir de la spirale infernale de la drogue. L'ice est un fléau, n'y touchez pas et faites en sorte de ne pas impliquer vos enfants et votre famille là-dedans parce que vous perdrez tout. Et là, c'est vraiment l'exemple aussi de mon client. Les juges retiendront la récidive légale. Il purgera 6 ans de prison. Le procureur en voulait 8. David devra également payer 300 000 francs partie civile. On vous le disait hier, la signature de la convention État-pays pour la construction d'une navette de sauvetage pour les Marquises Sud va enfin concrétiser un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Il aura fallu des drames pour qu'enfin les familles puissent bénéficier d'un transport adéquat. Les explications de Juan Potoru, les images de Marie Curva et Sylvain Lamiral. Voilà à quoi ressemblera la future navette de sauvetage en mer des Marquises. 14 mètres de long, 4,60 m de large. Un outil financé par l'État et le pays à hauteur de 120 millions de francs pacifiques. Elle sera basée et pilotée à Hivaoa. C'est un vieux projet qui date de plus de 10 ans, qui a été porté par un groupe de volontaires, à la tête M. Marc Taras. Pourquoi le bateau sera stationné à Hivaoa? Parce qu'il y a une seule station de secours en mer qui existe aux Marquises, c'est à Hivaoa. Avec une autonomie de 500 km, la navette pourra parcourir un espace hôtelier plus vaste, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vedette de sauvetage sera disponible 24 heures sur 24 sur toutes ses missions d'urgence, qu'elles soient sauvetage en mer ou Evasan d'urgence. Et elle viendra donc en complément, notamment sur le volet Evasan, en complément des moyens aériens, soit qui existent, soit qui vont être mis en place par le pays, à savoir les hélicoptères. Et donc nous ne serons qu'un petit maillon de cet ensemble de moyens mis à disposition. Concernant les Evasan qui pourront être effectués à l'aide de cette navette,
Elles concerneront uniquement les 3 îles du sud de l'archipel, Hivaoa, Tahuata et Fatuhiva. Ça aura un grand intérêt pour les patients, notamment lors des évassanes urgentes de Fatuhiva et de Tahuata sur le centre médical d'Hivaoa. Nos patients seront pris en charge dans des conditions dignes. Maintenant, ensuite, pour acheminer les patients du centre médical d'Hivaoa sur l'hôpital, eh bien, il nous manquera quand même un maillon que j'espère être un hélicoptère prochainement, puisque cela nous a été promis. Le navire sera construit en métropole selon un cahier des charges précis. Le coût de son acheminement en Polynésie sera supporté par l'État. Le navire devrait être livré en juin 2021. On s'arrête aux îles sous le vent. Annick Girardin était à Bora Bora aujourd'hui, une visite marathon au cours de laquelle la ministre des Outre-mer a pu constater in situ la politique réalisée par la commune en matière de développement durable. La dernière en date étant d'interdire les paquebots de plus de 1000 passagers. C'est une décision extrêmement courageuse. C'est un vrai signal, a-t-elle fait remarquer. Un engagement qui se ressent également dans les programmes scolaires de l'île. Le reportage sur place de Natacha Silagi et Patrick Tsinsing. Même les ministres en rêvent. Bora Bora, Annick Girardin la découvre pour la première fois. La ministre des Outre-mer tenait à vérifier qu'ici, la politique va bien dans le sens du développement durable. Alors le maire a brandi sa production d'eau potable, sa station d'épuration et sa gestion des déchets, entre autres. C'est à la convaincre? C'est bien l'île du développement durable? Moi, je pense que... Et c'est reconnu dans sa politique de la trajectoire Outre-mer 5.0, je pense qu'effectivement, on est tout à fait dans cette optique-là, au niveau de l'environnement, au niveau des services de qualité. Voilà, donc je pense qu'elle voit en réalité ce que représentent les 5.0. Elle va passer le message au président de la République, vous croyez? Je crois. Couronnée comme une star, la ministre a applaudi les enfants de la plus grande école maternelle de France, déjà sensibilisés à la protection de la nature. Ça vous fait quoi? Vous savez, moi je suis une conseillère d'éducation populaire, on n'oublie jamais son métier. Et d'abord, et ensuite, l'avenir d'un territoire, c'est ses enfants, c'est sa jeunesse. Et quand j'ai l'occasion de passer un petit moment avec eux et de leur montrer combien ils sont importants pour moi, eh bien je le fais. Autre ambiance avec les lycéens qui l'ont eux aussi accueilli en chanson. Un peu plus loin, les collégiens ont entonné le désormais célèbre hymne des droits de la planète, qui a été entendu jusqu'au Parlement européen. À l'extérieur, une autre histoire, celle de l'aire marine protégée. La ministre est allée à l'eau avec les enfants pour y observer la fameuse moule géante. On change un peu d'être ici, c'est plus léger que les municipales? Oh non. Non, c'est pas plus léger que les municipales, mais c'est vrai que les municipales nous prennent beaucoup de temps en ce moment, mais je crois que la visite de la ministre est aussi importante, d'autant que sur Bora Bora, nous essayons de la sensibiliser sur des sujets qui sont, je ne vous cache pas, beaucoup plus de compétences territoriales que d'État. Le maire est très impliqué, l'État à ses côtés, le gouvernement également, pour faire de cette île une île 5.0 ou 17 objectifs de développement durable, quand on l'a vu dans leur lycée. Oui, c'est un exemple. Regardez la décision pour 2022 du maire qui est courageuse, de dire les paquebots de plus de 1000 passagers ne pourront plus faire escale à Bora Bora. Eh bien, écoutez, c'est extrêmement courageux, c'est un vrai signal pour dire voilà, moi mon île, elle est là et je veux la préserver pour les générations qui arrivent. Et s'il y a par exemple des élèves qui veulent partir faire des études à l'étranger, est-ce qu'ils vont bénéficier d'aide? La ministre s'est prêtée au jeu. Nous sommes là pour vous, a-t-elle déclaré, vous, les protecteurs de l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Et parmi les installations innovantes en matière de protection de l'environnement sur l'île de Bora Bora, voyez sa production d'eau potable grâce à des osmoseurs solaires dernier cri qui séduisent déjà d'autres îles. Une technologie unique au monde que la ministre des Outre-mer a pu visiter en fin de journée. Natacha Silagi et Mirko Van Foo. François ne s'en préoccupe plus depuis longtemps. L'eau coule à flot au robinet, rien d'extraordinaire.
Et pourtant, lorsqu'il est arrivé à Bora Bora il y a 30 ans, il vivait au rythme de la pluie et des installations hôtelières. Alors comment ça se passait à l'époque quand vous vous êtes installé dans cette maison? Eh bien, on vivait différemment, disons qu'on n'avait pas d'eau. Et on avait un robinet ici, là. On s'était branché sur le Hayat. On avait à peu près cette distance-là, à peu près 800 mètres de tuyaux. Et on récupérait, on creusait dans le sol pour mettre une bassine, pour récupérer de l'eau. Mais c'était à goutte à goutte. Et concrètement, avec ce système d'osmoseur, maintenant vous avez de l'eau au robinet régulièrement? Ah oui, on a de l'eau tout le temps maintenant. Et on a la pression même aussi maintenant. Il faut faire gaffe parce qu'on risque d'être chauve avec la pluie. C'est grâce à ces osmoseurs dernier cri et uniques au monde, car fait sur mesure, que les 10 000 habitants de l'île ont de l'eau 24 heures sur 24. 7 osmoseurs au total, qui produisent 3 800 mètres cubes d'eau par jour, une eau de mer puisée dans le lagon, filtrée, stockée et traitée par les machines, avant de devenir potable. Avec les osmoseurs, on peut avoir une production continue. Comparé à d'autres communes qui ont fait l'expérience ces derniers mois d'une sécheresse et donc de coupure d'eau, ici à Bora Bora, on a eu la chance de pouvoir conserver et d'avoir la continuité de la distribution d'eau tout le long de la période. Et elle est vraiment potable cette eau? L'eau est potable. On a des prélèvements qui sont faits de manière mensuelle. Première destination touristique de Polynésie, Bora Bora accueille aujourd'hui 100 000 visiteurs par an qui n'imagineraient pas devoir économiser de l'eau dans leur hôtel 4 étoiles. Les hôteliers, eux aussi, sont ravis que la situation se soit stabilisée depuis 2001. Très bien fourni en eau, il n'y a pas de souci. Ils sont assez bien équipés ici à Bora. Moi d'ailleurs, je viens de Tahiti, je suis étonné mais surpris, mais bon, ils sont très bien. Même sur les routes, quand il y a des travaux, c'est bien fait. 19 ans déjà de label environnemental international, des installations ultramodernes qui préservent aussi la qualité des eaux de baignade. Et on referme ce chapitre sur l'environnement avec ce geste fort des commerçants de l'île Sœur qui ont décidé de ne plus utiliser de sacs plastiques. Initié par le CRIOB l'an dernier, l'objectif du projet Manahonu est de lutter contre les pollutions plastiques à Moorea. Des associations, des hôteliers et des commerçants ont accepté de jouer le jeu. On écoute l'une d'entre elles au micro de notre correspondante sur place, Noha Urarurua. Si chacun met une petite pierre à l'édifice, on ne changera pas le monde, ça c'est sûr, on en est convaincu, mais on peut quand même changer peut-être un petit peu les habitudes. Et nous, depuis le mois de juin, on le voit, que les habitudes changent. Les gens ramènent leurs sacs, les gens comprennent qu'un sac en papier peut être payant et qu'un sac en papier fait moins de mal qu'un sac en plastique. Le projet qui a été mis en place inclut de nombreuses actions, notamment le parrainage des PK par des commerçants de l'île, où ils se sont engagés en ramassage de déchets, les animations scolaires, la sensibilisation de commerçants avec la mise en place d'alternatives écologiques dans les magasins, et une première sur Moorea, l'affichage de posters de sensibilisation sur les bus qui vont autour de l'île. Vous n'avez peut-être pas encore planifié vos prochaines vacances dans les îles. Ça tombe bien. Demain, Lionel Teihotu, chargé des événements de Tahiti Tourisme, viendra parler du Salon du Tourisme qui ouvre ses portes ce vendredi au Parc Expo de Mamao. Il viendra nous parler donc dans le cadre de l'invité Café demain matin. Au chapitre social maintenant, les écoles du premier et du second degré devront s'attendre à des perturbations jeudi. L'UNSA Éducation ne décolère pas et appelle à une nouvelle manifestation de grève. Le syndicat qui compte 1500 adhérents profite de la présence d'Annick Girardin pour faire entendre leur voix et réclamer par exemple la mise en place d'un système de compensation à la perte de l'ITR, l'augmentation également de leur salaire et autres revendications spécifiques à la Polynésie. Écoutez Diana Yenko de l'UNSA Éducation, micro du Berliao. C'est surtout nos revendications locales qui intéressent notre public, nos adhérents. Que fait le gouvernement Macron pour la Polynésie française? Nous n'avons pas d'écrit concret. Nous avons des annonces dans les médias, mais pour nous, il nous faut des écrits officiels pour que nos collègues sachent à quelle sauce ils vont être mangés. Et en attendant de rencontrer la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, vendredi, le syndicat s'attend à une grosse mobilisation jeudi dès 8h, place Veille-Été, avec une marche prévue vers le Haut-Commissariat à partir de 9h.
Autre événement incontournable de la semaine, le Festival international du film océanien avec l'ouverture officielle du village Smata, la Maison de la Culture, le cœur même de l'événement depuis maintenant 17 années. Le FIFO est devenu depuis la référence des réalisateurs du Pacifique. Les projections des 13 documentaires sélectionnés ont commencé. Thierry Stamfler, vous êtes sur place. De quoi allez-vous nous parler donc ce soir dans le journal du FIFO? Eh bien, Chiquita, nous allons parler d'une île polynésienne où le tourisme, la fréquentation touristique a été multipliée par 5 en 20 ans et où le niveau salarial moyen est supérieur de 30% à la métropole à laquelle elle est liée. Bien sûr, je ne parle pas de Tahiti et de ses îles, mais de Rapa Nui. Et nous verrons aussi que ce boom économique pose de nombreux problèmes. On verra ça dans un instant. Et puis, du côté de Rurutu, les mariages communautaires se poursuivent et se perpétuent grâce à une pratique collective qui se maintient. Voilà, nous allons parler de ces 2 films, de ces 2 documentaires qui ont été présentés aujourd'hui avec leurs réalisateurs. C'est un rendez-vous dans quelques minutes, juste après votre journal. Merci beaucoup Thierry Stamfler pour ces précisions. On vous retrouve donc juste après ce journal. Place maintenant à notre 16e challenger nominé pour les trophées du sport. C'est sur les spots de Papen'o qu'il a appris à dompter les vagues. L'an dernier, Poenaiki Raioha a été sacré champion du monde de stand-up paddle surf, une grande première dans l'histoire sportive du Fénois. Malgré son titre, il continue de travailler sa glisse. Son secret, discrétion et humilité. Rencontre avec Marouki Duri et Tim Pruvot. Tu regardes, hein? Test, 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 test. Je suis obligé de crier ou ça va comme ça? Il a grandi sur la côte est de Tahiti, sur les vagues de Papen'o. Poenaiki Raioha, tout juste 23 ans, est un des nombreux talents du surf polynésien. Mais lui, c'est avec une rame entre les mains qu'il a décidé de se démarquer. Sa discipline de prédilection, c'est le stand-up paddle surf. Depuis tout petit, je fais du surf. Vraiment, j'ai essayé de combiner le surf avec le paddle. Mais après, l'avantage avec le paddle, c'est que tu as une rame. Hein, et c'est plus facile pour appuyer les manœuvres, pour avoir l'équilibre. Aussi doué en stand-up paddle surf que sur les planches plus petites, Poenaiki est bien connu pour avoir un style radical. Plus léger que ces dernières années, il peut désormais évoluer sur des paddles aussi maniables que les planches de surf classiques. Moi, je fais beaucoup de shortboard en ce moment. C'est plutôt pour travailler les manœuvres radicales. Et quand je vais sur un paddle, j'arrive à faire pareil. J'essaie de prendre des risques et essayer de les replaquer. Ce style puissant et radical a été récompensé par de bons résultats sur les 4 principales compétitions de l'année. Poenaiki a remporté la première étape à Hawaï avant de finir 2e à New York, 4e à la Barbade dans les Caraïbes, puis 3e aux Canaries, une régularité qui l'a mené au titre mondial. Quand on m'a dit que je suis arrivé champion du monde, j'avais beaucoup d'émotions. J'ai carrément pleuré. D'habitude, je ne pleure pas, mais là, je n'arrivais pas à me retenir. J'étais trop content. Et dans un sport peu médiatisé, Poenaiki prend avant tout plaisir, principalement sur son spot natal. Je surfe ici depuis tout jeune. Hein. Du coup, j'aime pas aller ailleurs. Même si c'est petit ou... Voilà. Je préfère venir à l'embouchure. C'est le home spot. Son principal objectif pour 2020, conserver sa couronne de champion du monde de stand-up paddle surf. Et pour voter, envoyez sport avec le numéro de votre sportif au 75 75 ou votez sur le site de Polynésie la Première. Et c'est ainsi donc que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. David, surnommé Dalton, accro à l'AS écope de 6 ans de prison pour un vol à main armée. Le trentenaire père de famille avait déjà 25 condamnations à son actif pour vol. À la une de votre quotidien, demain, la dépêche titre Développement durable, Bora Bora en exemple. Voilà pour l'essentiel donc de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio à suivre votre journal du FIFO. Très belle nuit sur la Première, je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.